Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Emmanuel, bonjour Michel. Bonjour Christine, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les deux, ravie de vous retrouver. Pareil. Juste pour qu'on sache où on en est, donc la dernière fois, tu nous avais fait un panorama global sur le changement civilisationnel avec la mise en bouche de nous annoncer que tu allais sans doute détailler un petit peu le point de vue de certains auteurs. Donc, si tu veux bien nous dire ce que tu as envie de nous partager, sachant que ton moteur, c'est de dire qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui implique les communs et les échanges. D'accord. Alors, je vais commencer avec un livre qui a fait énormément de bruit et qui est paru dans les années 20, mais qui avait déjà été écrit en 1918. Donc, c'est Le déclin de l'Occident de Oswald Spengler. Et c'est vraiment un classique qui a réveillé plein de réactions. Et donc, en fait, ce qu'on peut appeler la tradition des études civilisationnelles, elle est vraiment repartie à partir de Spengler. Et donc, la différence avec le siècle précédent, c'était que là, on était dans l'idéalisation du progrès, l'Occident comme l'épitome de l'évolution. Et en fait, Spengler, même s'il est conservateur et de droite, donc il faisait partie de ce qu'on appelait le mouvement des conservateurs nationaux en Allemagne. En fait, il remet en cause, on va dire, l'eurocentrisme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est tellement intéressant, donc, un peu en suivant les idées de Goethe, et donc, disons, une vision organismique de la société. Donc, pour lui, la civilisation est un organisme. Ça veut dire qu'il naît, qui mature, qui a une jeunesse, qui mature, et qui décline et puis qui disparaît. Mm-hmm. Et donc, première chose qu'il fait, c'est déjà remettre en cause ce qu'on apprend à l'école. Donc, on passe par l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, puis la modernité. Et parce que pour Spengler, ça paraît assez peut-être bizarre comme thèse, mais il dit, mais non, il y a en fait, c'est des civilisations différentes. Donc, il y a la civilisation hellénique, qui est né 500, 600 avant Jésus-Christ, qui se termine donc à la fin avec la chute de Rome. Mais la civilisation européenne, elle débute qu'en l'an 1000. Alors, je vais peut-être revenir sur mes pas pour expliquer quelles sont les conséquences d'une telle vision. Donc, premièrement, c'est qu'on ne doit pas comparer l'état des civilisations à un moment donné, mais on peut les comparer dans la même saison, dans leur cycle de vie. C'est-à-dire, il serait intéressant de voir ce qui se passe à la fin de Rome pour le comparer à ce qui se passe à la fin de l'Occident, la fin de l'Empire chinois, etc., etc. Et ça donne vraiment des parallélismes qui sont tout à fait intéressants. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre de Spengler, c'est qu'il met en route donc une pensée culturaliste, c'est-à-dire que l'intention, la vitalité, tout ça, ce sont des choses qui comptent. Donc, c'est pas une vision mécanistique de l'univers, on va dire comme Marx, mais il faut quand même reconnaître que c'est aussi un déterminisme, puisqu'il dit que selon la période dans laquelle on vit, on est déterminé non pas par l'espace, mais en fait par le temps de notre civilisation. Donc, par exemple, aujourd'hui, donc il disait qu'on était en déclin. Donc, du coup, l'art devient, il y a moins d'art qui a de la qualité. Donc, la vie culturelle perd de sa richesse. Donc, il y a rien à faire. Même si tu es un génie, tu vas pas
aller en l'encontre de l'esprit du temps. Alors, en même temps, il y a un bon côté, c'est-à-dire que c'est justement, s'il a raison, c'est en connaissant ce déterminisme qu'on peut vraiment être libre. Parce que sinon, évidemment, on a l'illusion de la liberté, et on n'est pas du tout conscient de ce qui nous détermine. Voilà. Donc ça, c'est Spengler, et rien que ça, je trouve que c'est déjà stimulant. Est-ce Oui. que tu peux dire qu'est-ce que tu as tiré comme élément, comme parallèle, par exemple, entre la fin de l'Empire romain et ce qu'il appelle le déclin de l'Occident? Ça serait quoi les caractéristiques Alors, pour ça, je dois un peu faire un sommaire du cycle. Alors, une des choses que j'ai beaucoup apprécié chez Spengler, c'est par exemple ce qu'il dit au niveau de l'État. Donc, il dit comment est-ce qu'une civilisation elle naît. C'est en fait un peuple qui s'installe quelque part, qui entre en résonance avec le sol et on va dire la topologie territoriale, géographique du lieu. Et il y a toujours deux castes qui sortent donc de l'ère tribale, c'est-à-dire les guerriers et les prêtres. Donc dans chaque civilisation, il y a d'abord ces deux groupes. Donc ceux qui défendent et ceux qui donnent du sens. Alors, il y en a d'autres, mais ça sont les deux castes dominantes. Alors, paradoxalement, donc, leur succès, donc ils vont créer du surplus, ils vont conquérir, ils vont exploiter, donc il va y avoir un surplus, et ça va créer les villes. Mhm. Dans les villes, il y a le tiers-état. Donc, c'est-à-dire les marchands vont naître à partir du succès, justement, de ces castes. Et alors, chaque fois, et que ce soit à Byzance ou que ce soit à Rome ou en Chine, chaque fois, les castes vont être éliminées. Et donc, il va y avoir une sorte d'alliance entre les marchands, donc le peuple des villes, hein, les bourgeois, comme on dit, et en fait, les pouvoirs centralisateurs. Donc, c'est les bourgeois qui vont faire une alliance avec les rois. Et donc, ça va créer l'État. D'abord, un État personnalisé, puis un État dépersonnalisé. Du fait qu'on crée des villes de plus en plus grandes, il n'y a pas seulement la bourgeoisie qui va naître, mais les travailleurs aussi dans les villes. Et donc, on va avoir une pression pour la démocratie. Et à Rome, il y avait une démocratie, c'était une république. Athènes et les villes grecques étaient démocratiques. Et alors, il a une thèse assez cynique, hein, il dit ça dure 200 ans. Donc, c'est-à-dire que la démocratie, en fait, c'est le règne de l'argent. Donc, derrière le vote, il y a ceux qui peuvent manipuler et acheter le vote. Et donc, la démocratie va se terminer avec une crise et il appelle ça le césarisme. Donc, il va un homme fort qui va prendre le pouvoir. Donc, ça, c'est une chose que je voudrais dire. L'autre aspect qui est très intéressant, donc, il différencie la culture et la civilisation. Les deux premières phases, donc le printemps et l'été, c'est la culture. Donc, c'est la phase ascendante d'une civilisation. Et pour lui, une civilisation, il y a toujours un symbole premier. Donc, c'est spirituel, une civilisation. C'est vouloir faire quelque chose avec sa société. Donc, on n'existe pas comme ça, on existe pour quelque chose. Et par exemple, il va expliquer que, donc par exemple, ce qu'il appelle la civilisation syriaque, donc c'est tout ce qui est tout le Moyen-Orient. Mais quand tu vois la fin de l'Antiquité à Rome, les architectes sont déjà syriens, irakiens. Donc c'est déjà en fait une société qui n'est plus hellénique, qui est déjà en train de se transformer. Et il remarque par exemple que les basiliques de la fin de l'Empire romain sont pareils que les églises byzantines et que les mosquées. Donc, ils sont ronds. Donc, il dit pourquoi? Parce que le symbole premier de la civilisation syriaque, c'est la caverne du monde. Donc, on est dans un monde qui est entouré des 9 sphères célestes ou des 7 sphères célestes et on cherche la sécurité. Donc ça, c'est sa vision de cette logique-là. Par contre, l'Occident, donc, il commence pour lui à l'an 1000. Tout de suite, on va le gothique. Donc, c'est-à-dire que pour lui, l'Occident, c'est en fait
c'est la synthèse entre les Germains, les Scandinaves et ce qu'ils trouvent dans le territoire qui était romain auparavant. Et alors lui, il explique ça un peu de façon avec les forêts et voir le ciel et tout ça. Mais donc pour l'esprit occidental qui commence à ce moment-là, c'est la quête de l'infini. Donc l'Église gothique, c'est tout de suite, c'est se libérer de la terre, c'est aller et les fenêtres sont tout à fait différentes. Sont pas des fenêtres, c'est des peintures où on peut se projeter donc dans les vitraux, etc. Donc les 2 premières saisons, c'est l'ascendance, et les 2 dernières saisons, donc l'automne et l'hiver d'une civilisation, c'est donc un État universel qui prend le pouvoir, qui unifie la sphère civilisationnelle, mais qui n'est déjà plus créative. Donc en fait, c'est les marchands, les ingénieurs et les soldats qui vont acquérir au pouvoir et qui vont, donc c'est l'Empire à ce moment-là, c'est déjà plus la République, c'est l'Empire, mais donc ça va s'étendre par la réplication des formes. Donc c'est déjà plus, on est déjà en fait dans le déclin. Et Donc, donc, le marqueur, selon toi, serait donc cette expansion qui a à voir avec les bourgeois et aussi le fait qu'il n'y ait plus cette créativité qui était liée à la quête de sens qui était apportée par la quête c'est des... ça. Ça me fait penser vraiment à l'évolution des mouvements artistiques qui sont toujours exactement celles-ci en fait, c'est-à-dire qu'on prenne toutes les avant-gardes ou même tous les mouvements plus anciens. Il y a toujours donc voilà cette période très très créative et qui va inventer du nouveau. Et puis quand on est sur la fin d'un mouvement artistique, ben, c'est la répétition des formes en fait. Il n'y a plus d'invention, il n'y Oui, a plus c'est de ça. créativité. Voilà, c'est même la déconstruction de tout. Donc, on veut toujours déconstruire de plus en plus et en fait, il y a pas de créativité. Et quand on voit la musique aujourd'hui, c'est la musique algorithmique. Donc, aussi bien les films que la musique aujourd'hui, c'est des gens qui trouvent des petits algorithmes, qui testent les algorithmes et puis qui qui agrègent. mettent ensemble un puzzle et ça fait un film. Donc, c'est pour ça que ça paraît tellement décousu pour nous, en tout cas pour ma génération. Même la musique, elle apparaît décousue parce qu'elle en fait, elle est faite comme ça. Donc ça, c'est pour lui un signe clair qu'on est dans une période de déclin. Alors, par exemple, ça, c'est vraiment contre-intuitif. Pour Spengler, par exemple, il va dire que quand la raison devient dominante, c'est déjà la fin aussi. Donc, en fait, c'est la période religieuse et mythologique qui est la phase ascendante et créative. Puis, on va avoir un moment où c'est les deux ensemble. Donc, la chrétienté classique, hein, c'est un beau mélange de mythologie et de rationalité jusqu'à Thomas d'Aquin. Mais puis, à un moment donné, quand les rationalistes vont se détacher, donc ils vont vouloir détruire la mythologie, donc ça, c'est vraiment la fin, en fait. Donc, c'est sec, ça devient sec. Et donc, pour lui, Platon, c'est le début de la fin de la civilisation hellénique. Donc ça, c'est tout comme pour nous, ce sera, selon Spengler, c'est Descartes qui commence à le début de la fin déjà. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut voir des patterns. Par exemple, à la fin de l'Empire romain, on retrouve le stoïcisme, on retrouve la chrétienté. Et le stoïcisme, c'est quoi? Ben, c'est se détacher de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc, d'être le calme dans la tornade. C'est pas utopique du tout, le stoïcisme. Et la chrétienté, c'est quoi? Il n'y a rien à changer dans cette vie, donc on est dans le mal et il faut se concentrer sur Dieu et la vie qui va suivre cette vie. Donc là aussi, il n'y a pas d'espoir dans la société qui existe et l'espoir est pour après. Donc stoïcisme, chrétienté, pour Spengler, c'est typique de la fin d'un cycle, tout comme aujourd'hui. Donc lui, il voit déjà le socialisme aussi comme un signe du début du déclin. Et voilà, donc ça c'est Spengler. Alors juste pour terminer, Spengler, donc il y a un livre que je viens de lire de Vincent Citeau qui compare 8 civilisations, la pensée philosophique et politique.
Et lui, il vient à la même conclusion, c'est-à-dire que chaque civilisation a une phase mythique, rationnelle mythique et post-rationnelle. Donc, il retrouve cette évolution dans chaque... Donc, on pourrait dire que Vincent Citeau, il confirme, si on veut, l'intuition spenglerienne. Alors, par exemple, la dépopulation. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que les tribus germaniques ont pu si facilement envahir l'Occident? Ben, c'est parce qu'en fait, les Romains faisaient plus d'enfants. Et Auguste avait essayé de forcer les mariages avec une loi, ça n'a pas marché. Et donc, d'abord l'Italie, puis la Gaule, puis l'Espagne, puis le nord d'Afrique se sont dépeuplés, alors qu'en Orient, ils étaient en phase ascendante. Et donc, c'est pour ça que Byzance a survécu, mais que l'Empire d'Occident a capoté, parce qu'il n'y avait personne pour se battre contre les envahisseurs germaniques. Et donc, d'abord, l'Empire romain a essayé d'intégrer des Germains dans leur armée. Et à la fin, ils n'arrivaient même plus à les intégrer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on se battrait pour les Romains? Et donc, c'est les Goths qui travaillaient pour les Romains qui ont pris le pouvoir. Alors, je vais dire peut-être encore un exemple, c'est la spéculation foncière. Donc, je suis tout à fait étonné de trouver qu'à la fin de l'Empire romain et à la fin de Byzance, dans les deux cas, on a aboli la féodalité, donc c'est-à-dire une forme de propriété avec des droits et des devoirs, pour en faire une marchandise. Donc, ce sont des signes de fin de cycle civilisationnel. Voilà pour Spengler, sauf si vous avez encore des questions par rapport à Spengler. Mais tu vois que c'est stimulant, hein? C'est quelque chose qui aide à voir le monde d'une façon différente et qui n'est pas eurocentrique, puisque nous, comme tous les autres, on va disparaître. Donc, c'est pas une histoire qui termine sur le progrès et la domination éternelle de l'Occident. C'est quelque chose qui dit, mais non, nous aussi, on est qu'une civilisation parmi d'autres. Alors, si on survit, on devient une civilisation fossile. Donc, par exemple, il va dire que les tapis perses ou la céramique chinoise, ben, c'est typique, c'est une répétition de leur civilisation passée, mais ce sont devenus des civilisations fossiles. Ils sont plus dans le symbole primordial, ils sont plus dans l'ascendance. Ils continuent à exister, tout comme l'Égypte a pu encore exister 2000 ans après ces 1000 ans où c'était une vraie civilisation. Donc après, c'est une sorte de léthargie et inertie qui s'installe. Voilà. Alors, je peux peut-être passer au deuxième. Parmi tous les gens qui ont réagi à Spengler, c'est Toynbee, Arnold Toynbee. Donc, alors, Spengler était allemand, donc il était pro-allemand, il était triste que l'Allemagne avait une défaite, donc il est le produit de son temps, de son époque. Toynbee, lui, il a grandi je crois que c'est Oxford. Donc, il a été dans les bons collèges, même s'il n'était pas tellement riche lui-même. Donc, il a été éduqué dans l'élite britannique. Et donc, lui, il a écrit un livre, il s'appelle The Study of History. Donc, quand je dis un livre, c'est faux. C'est 12 volumes. Ça a duré 30 ans. Donc, Spengler, c'est 2 briques comme ça. Toynbee, c'est 12 briques. Alors, pour tout vous avouer, j'ai lu la version abrégée en 2 volumes, qui a été agrégée par Toynbee lui-même, donc qui est un très très bon, hein, ça se lit. Spengler, pas facile, mais Toynbee, c'est l'histoire, c'est l'aventure. Il est tout dans le mouvement, dans la dynamique. Il t'explique vraiment les mouvements dans l'espace et dans le temps. Et donc son modèle, donc lui, en fait, il va mettre en cause le déterminisme de Spengler, tout en confirmant certains de ses conclusions. Mais donc, pourquoi il met en cause? Parce qu'il va dire, alors Spengler, par exemple, il dit, les civilisations n'apprennent pas les uns des autres. Donc, là où nous, on a tendance à dire, il y a les Grecs, mathématiques euclidiennes, puis les Arabes qui ont inventé, je ne sais plus très bien quoi, je ne suis pas très bon dans ce domaine. Et puis, il y a les mathématiques de l'infini de l'Occident. Il va dire, non, c'est des mathématiques différentes. L'euclidien, c'est le corps dans l'espace, ça correspond
aux symboles primaires des Hellènes, des Grecs. Les Arabes avaient leur propre approche. Et puis, justement, l'infini, c'est occidental. C'est pour ça qu'on a des mathématiques de l'infini. Et donc, il va nier qu'il y a une sorte de progrès. Alors ça, moi aussi, je trouve ça donc assez... je ne crois pas que ça correspond à la réalité. Je crois qu'il y a des liens entre les civilisations. Je crois qu'il y a une accumulation de savoir. Je crois qu'au niveau de l'armement, au niveau de l'échelle des villes, on peut vraiment voir. Et donc, chez Toynbee, on a une spirale. On n'a pas le cycle récurrent, on a une spirale. Donc, c'est-à-dire, il y a la reconnaissance qu'il y a des cycles, ascendant, descendant. Il y a des crises. Donc, ça, c'est encore un autre moment temporel. Et il y a des générations dans les civilisations. Donc, en gros, les civilisations purement mythologiques, Sumer, Mésopotamie, puis avec l'alphabet, les civilisations mythiques rationnelles, ou rationnelles mythiques. Donc, il va avoir les deux, hein, comme dans la chrétienté, comme dans l'islam, comme dans tout ça. Et puis, il va avoir la civilisation industrielle. Alors, lui, il n'a pas parlé de la civilisation cybernétique, mais on peut croire qu'il en aurait peut-être parlé s'il aurait vécu plus longtemps. Et donc, ça, c'est déjà intéressant. Il y a des générations civilisationnelles. Donc, il y a un apprentissage. Donc, alors, il a introduit quelque chose de tout à fait intéressant au niveau du modèle de transition. Donc, il y a et ça correspond à Spengler. Donc, il y a 400 ans, 500 ans de progrès. Donc, par exemple, la police, P-O-L-I-S, grecque, ça dure 400, 500 ans. Ça se termine par une grande crise, la guerre civile du Péloponnèse. Et voilà, Alexandre, le roi de Macédonie, reprend toute cette ère civilisationnelle, conquiert la Perse, et donc il appelle ça l'État universel. Donc tout comme Spengler, en fait, il dit la même chose. Il dit que à la fin de cette période, cette première période qui se termine par la guerre de toutes les villes contre toutes les villes dans cette ère civilisationnelle, eh ben, il y a un moment de centralisation où toute l'ère civilisationnelle va être prise par un État universel. Alors, ce qui est intéressant, donc, quand l'État universel lui-même commence à décliner, ça crée l'Église universelle. Donc, comme l'Empire détruit le système clanique et tribal, il crée une identité commune pour tous les citoyens d'un empire. L'Empire romain, c'était comme ça. Donc, du coup, les identités locales et régionales diminuent. Du coup, les religions sont eux-mêmes universelles. C'est ça qui est intéressant. Et donc, qu'est-ce que c'est une Église universelle pour Toynbee? C'est le prolétariat interne et externe qui vont en fait chercher des solutions quand l'État central ne fonctionne plus. Donc, typiquement, ce qu'on connaît bien chez nous, hein, donc l'Empire romain. Donc, au fur et à mesure que l'Empire romain décline, les églises chrétiennes montent. Et quand le système politique s'effondre à Rome et que les envahisseurs germaniques, eh ben, ils sont pas capables de gérer la complexité de cet empire déclinant avec les villes, et ils connaissent pas les villes, donc pour eux, c'est tout à fait nouveau. Et donc, ils vont devoir fusionner. Donc, le prolétariat externe va fusionner avec le prolétariat interne et va créer les formes de germes de la nouvelle civilisation. Donc l'Occident moderne, si on veut, après quelques siècles de chaos, ça va justement être cette fusion entre la chrétienté et l'esprit germanique. C'est ça qui va créer pour lui la civilisation européenne. Mais donc, il va voir ça en Chine avec le bouddhisme Mahayana, il va voir ça avec l'hindouisme en Inde, il va voir ça, en fait, dans toutes les civilisations, il va voir le même processus. Donc ça, c'est aussi un aspect très, très intéressant chez lui. Donc en tout cas, pour cette transition de civilisation, de ce type de civilisation, c'est vraiment un pattern qu'il a reconnu. Dans chaque transition, il voit ça.
Voilà, donc ça c'est Toynbee. Qu'est-ce que je peux encore dire de Toynbee? Oui, il est très fort aussi pour les cycles, hein, les cycles de guerre. Donc il va montrer qu'il y a vraiment des cycles récurrents de 150 ans avec des guerres tous les 100 ans. Et donc tout ça c'est donc Toynbee c'est très riche, hein, il va dans le détail. Alors par exemple, ce qu'on peut lire chez Toynbee que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est tout ce qui est par exemple le rôle des congrégations militaires. Donc, je vais donner un exemple. La Russie, elle pouvait jamais s'établir parce qu'elle était chaque fois envahie par les Mongols et les peuples des steppes. Jusqu'au moment où les Cosaques, une congrégation militaire, donc ils étaient comme l'ordre templier, les Teutoniques, je connais pas tous les détails, mais en tout cas, donc c'était un ordre. Donc ils ont maîtrisé les rivières, ils ont arrêté les Mongols et ça a permis la Russie de devenir sa propre civilisation à partir de 1500. Donc aussi en Europe, l'Italie, quand l'Empire romain s'effondre, il n'y a plus de nourriture. J'en ai peut-être parlé la dernière fois, je ne sais pas. Donc c'est les bénédictins avec les très simples règles bénédictines pour la collaboration, qui sont une guilde d'artisans et d'agriculteurs religieux. Sur 50 ans, ils vont rétablir la production agricole en Italie, tout comme les cisterciens vont rétablir l'agriculture dans toute l'Europe. Donc 70% des terres vont être défrichées par des cisterciens et des ordres similaires. Donc ils vont créer le surplus de l'agriculture. Il va permettre aux guildes dans les villes de créer le surplus à partir de l'industrie, de l'artisanat, et qui va éventuellement donc revivifier recréer les villes européennes. Donc ça, j'anticipe un peu, c'est Carroll Quigley, donc un Américain qui va réagir par rapport à Spengler. Et donc lui, il va introduire l'idée d'un instrument d'expansion. Donc ça va encore un peu plus loin que Toynbee. Alors j'ai d'abord peut-être encore dire quelque chose sur Toynbee. Donc le pattern primaire de Toynbee, c'est challenge and response, problème et réponse. Donc pour lui, la civilisation, c'est déjà une réponse à la crise climatique d'il y a 8000 ans, où il y a eu une déglacialisation qui a desséché le nord de l'Afrique, qui a déréglé les deltas du Moyen-Orient. Donc la civilisation, c'est les gens qui voulaient rester, survivre sur place, et qui étaient donc obligés de maîtriser la nature pour pouvoir rester, plutôt que de redevenir des nomades ou partir. Donc, challenge and response. Donc, chaque fois, il va décrire comment. Donc, c'est ça qui est intéressant dans Toynbee. On sent vraiment le mouvement. On sent la dynamique, on sent la dialectique. Et donc, c'est ce pattern-là qui est repris par Carroll Quigley, qui lui va introduire quelque chose de tout à fait intéressant, qui s'appelle les instruments de l'expansion. Donc, pour qu'une société croisse et se répande, il faut un instrument d'expansion. Donc, en fait, il faut capturer un surplus qu'on va pouvoir investir dans la civilisation et dans le cœur de la civilisation. Et c'est ce modèle-là qui va donc dégénérer, qui va devenir une institution bureaucratique qui va travailler pour soi, qui va créer la crise dans la société. Alors, je cherche des exemples. Mais par exemple, justement, ce que je viens de décrire, donc les cisterciens et les bénédictins, pour lui, c'est un instrument d'expansion de la féodalité. Donc, il y aura les deux castes, hein, les prêtres qui vont faire ça et la classe guerrière qui va réussir à stopper une catastrophe. Donc, c'est-à-dire les Avars en l'est, les Scandinaves, les Vikings du nord et les Sarrasins qui viennent du sud. Donc, c'est cette institution-là, donc c'est-à-dire les seigneurs et leurs milices qui vont devenir on dit ça en français, the knights, les chevaliers. Les chevaliers. Donc les chevaliers vont réussir à stabiliser l'Europe, puis ils vont créer les croisades pour étendre la sphère européenne, donc les Teutons, l'ordre teutonique qui va gagner toute l'Europe de l'Est, et les Templiers qui vont resécuriser la Méditerranée,
Donc ça va permettre une expansion de l'Europe jusqu'au moment où il y a les jeux avec les chevaliers qui vont faire des jeux, qui n'ont plus rien à faire. Donc l'institution des chevaliers va dégénérer vers une sorte de show, une sorte de parasitisme, et même chose éventuellement pour les moines qui vont devenir plus oisifs, etc. Et Et une donc chose, à ce moment-là, attends, oui, une chose que tu as dite avant d'aller sur une étape suivante, c'est que ce qui était typique de ces deux ordres, cistercien et bénédictin, c'est la coopération c'est une règle de coopération, la règle de Saint-Benoît, qui les tient ensemble, qui crée une communauté à partir de laquelle ils coopèrent et qui recrée quelque chose. Je pense que c'est voilà. important de souligner. Oui, Et tout à fait. C'est un oui, instrument d'expansion des communs. Donc là, j'anticipe un peu à les choses qu'on pourrait dire dans notre cas spécifique, mais les guildes aussi, ce sont des institutions collectives. C'est-à-dire que tout ce qu'ils gagnent est réinvesti dans leur système productif. Donc il n'y mm, a pas de riches qui sapent le surplus. Le surplus va dans l'appareil productif. Et donc, ils ont des modèles tout à fait intéressants, hein. Donc, ils vont splitter en deux quand ils ont un certain nombre, je crois 48 ou 64. Ils vont faire comme les abeilles. Donc, c'est vraiment viral aussi, hein. C'est très, très moderne. Et comme ça, petit à petit, il y a des milliers de, de, de monastères qui vont être créés sur 70 ans, hein. Ça va très vite, au XIe siècle. et ce que tu Oui, disais, c'est que le déclin des chevaliers comme le déclin des moines, c'est quand effectivement ils ne sont plus dans ce rythme-là et qui se mettent à être de la prédation, l'oisiveté, enfin, finalement qui sortent de l'ADN même de leur système. C'est ça? oui, Il me semblait aussi, Michel, que voilà, sur cette question du déclin, il me semblait que tu as dit oui, donc ils sortent du sens qu'ils ont au départ. Ces voilà. ordres perdent de l'importance et du coup de la puissance. Et il y a concentration, si j'ai bien compris, dans un pouvoir un peu surplombant, voilà, qui fait du coup très C'est référence ça. à ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, et alors ce qui est intéressant en Europe en particulier, donc c'est qu'en fait, on n'a pas réussi à faire un empire. Donc, c'est-à-dire que d'abord, tu as la féodalité qui est très distribuée avec l'Église, qui est le facteur intégratif. Donc, malgré la distribution de tous les pouvoirs, il y a quand même l'Église qui donne une idéologie dans tout le continent. Et puis, il y a des structures comme l'Empire, mais c'est mal nommé parce que c'est un empire très, très léger. C'est l'Empire germanique, le Holy Roman Empire, donc le Saint-Empire romain, qui n'est ni saint, ni un vrai empire, ni romain, mais qui maintient quand même l'Allemagne comme une sorte d'unité décentralisée, avec des princes qui élisent le roi, etc. Et qui tiennent quand même, ça tient quand même 1000 ans, hein, ce système. Donc mais c'est très décentralisé. Mais donc on n'a jamais eu un empire comme à Rome. Euh, et donc il y a toujours eu des équilibres. Par exemple, là je viens de lire, ça n'a rien à voir avec Toynbee, mais même si peut-être plus là. Donc le fait que le rôle de l'Angleterre, par exemple, c'était de tuer chaque fois chaque empire qui pourrait croître sur le continent européen. Donc ils ont cassé l'armada espagnole, ils ont défait Napoléon, et du coup c'est les États-nations avec leur unité marchande qui sont devenus un pseudo-empire dans le monde. Donc notre État universel n'a jamais vraiment existé comme un empire, comme dans le sens de Rome ou de Byzance ou tout ça. Ça a été en fait des systèmes des États-nations, mais qui est devenu global, hein. On voit bien qu'aujourd'hui c'est devenu planétaire. Euh, mais donc c'est pas du tout un empire dans le sens classique. Donc il faut toujours on essaie de voir les patterns, mais parfois les patterns ne se répètent pas ou ils changent ou ils se transforment. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant, je trouve, de lire ces gens-là. Ça nous donne tous des modules qui ont dit, tiens, est-ce que ça s'est fait la dernière fois? Est-ce que ça se refait aujourd'hui? Ou est-ce que ça se refait différemment? Ou je vois pas du tout que ça se refait aujourd'hui. Donc, il faut revoir cette interprétation-là. Il y a par exemple, pardon, Christine, juste un mot, mais du coup, par rapport à cette notion d'empire, euh,
peut-être que, je sais pas, peut-être je vais dire une bêtise, mais il me semble que justement, si on pense à l'Empire romain, par exemple, effectivement, il est, comme tu as dit, centralisé autour d'un pouvoir, en fait. Oui. Mais est-ce que justement la notion d'empire aujourd'hui, elle ne serait pas plus centralisée sur un pouvoir tel qu'on entendait à l'époque, mais plutôt sur un pouvoir économique, Oui, je suis d'accord avec toi. sur un mode d'échange. Et du coup, c'est plus la même dimension du pouvoir, mais du coup, un pouvoir économique global et cette dimension du coup du mode d'échange qui devient. J'aimerais bien répondre à ça en introduisant un auteur qui s'appelle Michael Hudson, qui est très, très intéressant, parce que on va en venir, hein. Donc lui, il voit une compétition millénaire entre le modèle centralisé, étatique, impérial et le système marchand de l'Occident. C'est-à-dire qu'à l'Est, la Chine et la Russie, etc., c'est du pouvoir centralisé. Et donc, c'est une conception harmonique de l'univers. Donc, l'Empire est un organisme et donc l'empereur doit soigner pour tout le monde. Et donc, il va maintenir les marchands dans une position subordonnée par rapport à l'État. En Occident, dixit Michael Hudson, donc lui, il dit que là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en Grèce, en anglais, il dit the creditor class, donc les marchands, enfin ceux qui prêtent l'argent, ont pris le pouvoir. Ça a créé une révolution qui est la démocratie. Et donc, par exemple, dans l'Empire, dans la civilisation hellénique et Rome, il y avait les tribuns. Les tribuns, c'était intégré dans la structure l'antagonisme. C'est-à-dire, les tribuns, c'était les représentants du peuple qui avaient un droit de veto sur la législation du Sénat. Donc, du coup, on est dans un système où, d'un côté, il y a la prédation. Donc, il y a donc la dette, hein, l'hyperdette, puisque en Orient, il n'y a pas ça. Il y avait les jubilés, il y avait clean slate legislation. Donc, les empereurs, ils effaçaient les dettes tous les 50 ans, tous les 25 ans. Il y avait plein de mécanismes pour maintenir l'harmonie dans la société. Alors, il ne faut pas idéaliser non plus, hein, mais chacun avait sa place. Il y avait sûrement des tensions et tout. Mais en tout cas, l'idéologie, c'est l'idéologie d'harmonie. Ce qu'on voit encore toujours en Chine aujourd'hui, la vision du Parti communiste, c'est une vision harmonique. Alors, ça cache plein de tensions, tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est la vision. Et en Occident, donc, la propriété privée romaine, qui n'est pas du tout comme la propriété féodale dans son sens où donc un propriétaire terrien féodal, il a des droits et des devoirs. Mm-hmm. Mais en même temps, ils n'ont jamais aboli la propriété privée de la terre. Et donc, on va dire la ligne marchande est restée en Occident. Les villes du Moyen-Âge étaient indépendantes, donc ils ont pu nourrir la croissance de la classe marchande et qui a éventuellement pris le pouvoir total à partir du XVIe siècle ou peut-être XVIIIe en tout cas. Donc, ça a basculé vers la domination marchande jusqu'au point aujourd'hui, on pourrait dire, donc, en Chine, tu ne peux pas être oligarque sans l'aval du parti. Et aux États-Unis, tu ne peux pas être président sans l'aval des oligarques. Donc, c'est vraiment une polarité. Et moi, je vois, par exemple, la guerre en Ukraine comme une guerre de système. Parce qu'en fait, les guerres mondiales sont des guerres de système. La Première Guerre mondiale, on a éliminé les empires. L'Empire ottoman, l'Empire Habsbourg, ils ont été défaits et remplacés par l'État-nation universel. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'était un conflit entre le fascisme, le communisme et le parlementarisme pour gérer le capitalisme. Et là, on a éliminé le fascisme, mais pas encore le communisme qui est tombé après. Et en Ukraine, il y a le système russo-chinois qui est centré autour de l'État et reprendre le contrôle du marché par l'État. Et l'Ukraine qui a déjà signé un contrat avec BlackRock pour gérer son industrie par une grande entreprise.
Donc vraiment, il y a ça. Et puis, bon, là, j'anticipe. Donc moi, je crois qu'il y a un troisième modèle de coordination qui est en train d'émerger, qui est la coordination mutuelle dans des écosystèmes ouverts. On va peut-être en parler après. Donc, Ok. Moi, ce je que finis avec l'instrument d'expansion, juste pour finir ce thème. Donc, euh, la féodalité qui se termine par la chevalerie, et ça marche plus. Donc, crise du XIVe siècle de la féodalité. Puis le capitalisme marchand, et tout ce qui s'est passé 15e, 16e siècle. Et puis le capitalisme industriel. Donc, pour Quigley, ce sont trois. Et donc, capitalisme marchand est devenu mercantilisme et capitalisme industriel est devenu monopolistique. Donc, chaque fois, il voit, et alors il se demande, mais lui, il vivait dans les années 50, il se demande, est-ce qu'il y a pour l'Occident un nouveau instrument d'expansion? Et moi, je mets l'hypothèse sans avoir une réponse. Je crois que le néolibéralisme a été une tentative, en tout cas, de créer un nouvel outil d'expansion, mais qui finalement ne fonctionne pas. c'est le point sur lequel je voulais arriver, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce que tu as mentionné, ça fonctionne plus quand il y a une caste qui prend les surplus pour elle-même et qui n'y réintroduit pas dans la dynamique collective et globale. Donc, c'est ça qui a l'air d'être une pierre d'achoppement. Et donc, ce néo-capitalisme ou néolibéralisme, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une partie qui s'enrichit sur les C'est autres ça. en prenant une partie et en ne la réinjectant plus pour Voilà. les autres. Et c'est ça que je voulais voir dans notre épisode quand on raconte l'histoire de la deuxième guerre, après la deuxième guerre mondiale. C'est bien ça qui s'est passé, c'est-à-dire que dans les années 70, il y a eu un switch. Donc, il y avait un accord social keynésien où la productivité du travail était valorisée. Et puis, on a dit stop. C'est le capital qui va, en fait, monopoliser tous les gains de productivité. On va faire plus de biens de consommation, mais on va inventer le crédit et on va aller on va faire la production ailleurs pour avoir du travail bon marché. On pourra en reparler. Mais ça, Et ce qui est introduit avec le crédit, c'est aussi la dette qui Oui, oui, change oui. l'équilibre entre les acteurs. Voilà. Et donc, on a caché un peu la chute de cette valorisation de la productivité des classes des travailleurs, parce que justement, le travail et la production se faisaient ailleurs, étaient très, très bon marché. Donc, on pouvait acheter plus de biens de consommation avec le même argent. Mais en même temps, les gens se sont endettés de plus en plus. Donc d'abord, on a introduit le rôle des femmes dans la production. Donc il fallait deux personnes pour vivre dans une famille. Avant, une personne suffisait. Donc le néolibéralisme a inventé des mécanismes de compensation. Euh, et donc pendant longtemps, on n'a rien remarqué, on n'a pas vu ce qui était derrière. Et en 2008, tout s'écroule parce que voilà, on est tous hyper endettés, les États sont hyper endettés, les entreprises sont hyper endettées, nous sommes hyper endettés. Et le travail n'est plus bon marché dans le Sud non plus. Et voilà, donc tout se dérègle de ce modèle qui a existé à partir des années 80, plus ou moins. Et peut-être qu'après, si vous me rappelez, je vais peut-être parler aussi des cycles justement de Karl Polanyi, qui sont des cycles à l'intérieur du capitalisme. Donc les cycles à l'intérieur des situations agricoles, c'est assez simple. Donc, tu as une période ascendante. Donc, ça va créer une élite qui va de plus en plus manger le surplus et qui va croître elle-même. Et il y aura plus à manger. Donc, aussi les pauvres vont faire plus d'enfants et il y aura une croissance de la population. Jusqu'au moment donné où la croissance dépasse avec des capacités productives. Et donc là, la descente. Et toutes les sociétés agricoles, ils ont ce cycle qui, en principe, dure 150 ans. Et certaines sociétés ont réussi
s'en sortir pour un temps. Mais en tout cas, donc ce cycle-là, il est très visible. Donc il y a un livre de Peter Turchin, Secular Cycles, les cycles séculaires, qui décrit ce cycle. Alors, dans le capitalisme, il paraîtrait que ces cycles sont plus courts, donc environ 60 ans, avec un cycle ascendant et descendant au niveau de la productivité et de la croissance économique. Donc, dans la première période, il appelle ça lab. Donc, tout se met ensemble, les innovations se mettent ensemble, un nouveau style managérial, façon de gérer l'agriculture, tout ça se met en place, une haute croissance, mais c'est bon pour le monde du travail, parce qu'il faut du travail, donc c'est bon pour les travailleurs, il y a des réformes, il y a des salaires qui augmentent, mais le profit diminue. Donc après 30 ans, ça crée une crise de l'offre, puisque les capitalistes vont faire moins de profit, et donc ils vont protester. Il y aura une crise, donc à partir des années 70, le keynésianisme ne marche plus. Ils ont beau faire des déficits, il y a l'inflation, ça marche plus. Et donc, il y aura une petite secte proto-néolibérale, Milton Friedman et de Mount Pelerin Society, et quelques milliardaires qui disent « Ah, c'est ces gens-là qu'il nous faut ». Et donc, ils vont préparer au niveau idéologique une contre-révolution qui donnera Reagan et Thatcher. Et ça enclenche la deuxième période, qui est la période descendante. Donc, croissance basse, financiarisation, c'est libéralisation du marché, mais ça veut dire libérer le marché de la société et les devoirs envers la société. Et ça se termine par une crise de la demande, puisque les gens n'ont plus d'argent. Donc, il y a moins de salaire, on est tous endettés. Et donc, 1929-2008, ce sont des crises de ce type-là. Donc, tous les 30 ans, on va dans le LIP et dans le lab. Donc, on appelle ça les cycles Kondratiev. Donc, ça, c'est Karl Polanyi dans The Great Transformation, la grande transformation, qui est une étude, donc une histoire du capitalisme tout à fait intéressante. Et pour faire plaisir à Emmanuel, donc, il décrit qu'il y a un revenu universel de base en Angleterre, de Spinham Land System. Donc, les paroisses donnent de l'argent aux pauvres et ça permet aux paroissiens de rester dans les paroisses. Et c'est seulement en 1830 environ donc, il y aura les lois qui vont abolir ce système de soutien, qui vont libérer les prix du grain. Et ça va être une catastrophe pour le peuple, mais ça va lancer la machine industrielle. Donc, parce que du coup, le travail coûte plus rien. Ils vont obliger les gens dans des ateliers à travailler pour rien. Un ouvrier anglais va mourir à 35 ans en moyenne dans les villes anglaises 1830-1840. Et donc, il y a une crise en 1948 qui va... Et je donc, me tout ça, c'est... Oui. Je me disais que si on finit cette partie de l'entretien, il faudrait juste finir sur une note qui ne mette pas le moral par terre à nos auditeurs. Donc, est-ce qu'il y a une issue? Tu la détailles pas, mais si tu peux dire que... Oui, alors chaque fois, il y a une réforme. Donc, il y a donc ça, c'est Pogani. Je trouve qu'il décrit très bien les cycles à l'intérieur du capitalisme. Donc, il y a le cycle mercantile qui est proto-global, où on croit encore que c'est la terre qui crée la valeur. Et puis, ça se termine par une guerre. Mais en fait, c'est pas si optimiste que ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la guerre qui interrompt. Donc, la désintégration du cycle précédent se fait par la guerre. Donc, et ça se remet dans le système industriel smithien, qui a un monopole du pouvoir du capital sur le travail. Il n'y a pas de système international. Néanmoins, ils vont quand même réussir à augmenter les salaires des travailleurs au bout de 100 ans de 5 fois. Mais dans la douleur, c'est un accouchement pénible. Et c'est ce système-là, donc il va s'écrouler en 1914. Donc, et
pour gagner ces deux guerres, c'est une guerre. C'est comme la guerre des 30 ans. Donc, en fait, la Première Guerre mondiale, elle ne solutionne pas tous les problèmes. Il faut la Deuxième Guerre mondiale et ça va créer un nouvel ordre mondial qui est basé sur un contrat social entre le monde du travail et le capital. Donc, la social-démocratie, les vacances payées, la sécurité sociale. Mais qui se fait au prix de la nature. C'est-à-dire, c'est exactement à ce moment-là que le hockey stick, donc c'est-à-dire que la surproduction des ressources a commencé et ça se fait au prix aussi du Sud qui va s'appauvrir. Hein. Donc, les pays du Sud vont s'appauvrir, en tout cas au départ. Donc là, il y a un couac en 1973, un réajustement au profit du capital. Et en 2008, ce cycle se termine aussi. Donc là, on est en période de tension et danger de guerre. Hein. Il y a la guerre d'ailleurs en Ukraine. Paradoxalement, moi je crois que c'est le nucléaire qui nous préserve, on peut l'espérer, d'une guerre plus grande, mais qui demande en fait un réajustement et un nouveau cycle. Et là, on est en plein dans la période de désintégration. Oui, parce que du coup, si on reprend ce que tu disais là sur les cycles de Polanyi, donc première crise, deuxième crise en 2008, et du coup, bon, lui, donc, en fait, sur cette histoire de 30 ans, mais on est exactement dans la même situation qu'en 2008, avec un cycle plus court, mais pas de 30 ans. Parfois, on ne réussit pas à traverser le cycle. Donc, par exemple, il paraît qu'en 1873 aussi, donc c'est une crise qui a duré très très longtemps. Donc, c'est quand, par exemple, il n'y a pas de forces alternatives. Donc là, on est un peu dans un... Mais dans le prolongement de 2008, en fait, finalement. C'est ça. C'est la même crise que 2008. Oui, et on est dans une impasse. Donc, il y a eu Brexit, il y a eu Trump, qui pour moi sont des révoltes populaires. Hein. Donc, même s'ils choisissent des champions qu'on ne peut pas aimer, mais c'est une révolte populaire. C'est une révolte contre le globalisme, contre le néolibéralisme. Je mettrai un bémol parce que ça a été quand même bien documenté, ça, sur le fait que ça a été excessivement instrumentalisé avec un ouvrage qui est très, très bien sur le sujet, Les ingénieurs du chaos, qui t'explique comment, en fait, il y a une manipulation de l'information par les algorithmes. Donc, ça a quand même énormément tordu l'opinion aussi bien américaine que britannique. Donc, ça apparaît comme étant une crise populiste et qui élit des dirigeants populistes. Mais là, il y a une variable qui se rajoute, qui est l'instrumentalisation. Et donc, selon Polanyi, la révolte de la population contre l'État et l'état des choses n'est pas nécessairement progressiste non plus. Donc, c'est la société qui se révolte. Et ça peut prendre des formes très déplaisantes, comme le fascisme. Mais le fascisme aussi, c'était les classes moyennes descendantes qui avaient tout perdu, et qui étaient enragées parce qu'ils avaient perdu leur statut social. Mais c'était aussi une révolte populaire, si on veut. C'était... ce qui est un marqueur, c'est la violence. Dans ce que tu as mentionné à plusieurs reprises, ce qui est un marqueur qui indique qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger, c'est ces phénomènes de violence qui sont protéiformes selon les moments. C'est ça, c'est quand l'élite ne veut pas lâcher, donc ça met sous pression et en général, il y a des changements d'élite à chaque fois. Donc, c'est les gens qui sont venus au pouvoir après 1945, c'est pas les mêmes qui avaient le pouvoir avant. Il y a un changement aussi dans les classes dirigeantes. Il y a un nouveau type d'humains qui croient dans des choses différentes. Il y a, alors ça, on pourra en parler une autre fois. Il y a toute une analyse générationnelle à faire. Donc, il y a des théories de génération, des changements générationnels, The Fourth Turning de Neil Strauss et Howe, donc ça c'est un livre qui décrit le séculum, donc le siècle, qui était déjà connu par les Romains et les Grecs et tout. Donc il y a des générations qui se succèdent et qui réagissent les uns par rapport aux autres. On est en plein là-dedans.
On est aussi en plein là-dedans. Oui, on déteste les boomers. Euh, Qui déteste les suivants, qui déteste les suivants. et nous, les boomers, on détestait à l'époque tous les gens qui étaient plus âgés de 30 ans. Donc, enfin, ça devient assez compliqué. Et à un moment donné, je proposerais peut-être de parler aussi parce qu'il y a énormément de cycles qu'on peut identifier et comment ils s'emboîtent. Alors, on a un problème particulier aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une crise, mais il y a des crises, donc des différentes temporalités qui s'entrechoquent. Et donc, il y a un changement de 60 ans à faire, il y a un changement de 150 ans à faire, il y a un changement de 500 ans à faire, il y a un changement de 5000 ans à faire. Parce qu'on doit en fait remettre en cause le modèle même de la civilisation, qui était une crise de la nature, une domination de la nature. Merci Michel. Merci. va Il me être semble compliqué. aussi que vraiment c'est un modèle qu'il faut remettre complètement, qu'il faut bouleverser complètement. D'ailleurs, enfin, moi je me souviens d'une définition que tu avais donnée lors d'une conférence sur la civilisation et où tu disais que justement elle était par essence en fait extractive et par essence fondée sur la répression. Parce que justement, pour croître, elle est obligée de mettre en place des systèmes répressifs et des formes d'extraction aussi, si je dis pas de bêtises. Et ne serait-ce que pour ces deux paramètres-là, il semble assez évident que oui, c'est le modèle civilisationnel lui-même avec lequel il faut rompre. Ce qui effectivement n'est pas une mince affaire, oui. C'est sûr. Tout à fait. Bon, on en parlera, donc on peut peut-être aussi faire une session sur les cycles et voir les différents cycles. Donc là, on en a déjà un peu parlé. On va s'offrir une conclusion de ce moment, de se dire que tu as fait un cycle. Donc moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est peut-être aussi vous donner goût à la lecture de ces macro-historiens. Alors, j'ai pas fini ma lignée, donc il y aura... Donc, la première phase, c'est les macro-historiens qui ont réagi à Spengler, qui sont culturalistes et spiritualistes. Donc, il y a Jean Gebser qu'on va devoir parler, Aurobindo, Théard de Chardin, même Joseph Campbell avec sa vision mythologique. Ce sont tous des gens qui ont réagi par rapport à Spengler et qui tiennent compte des aspects intérieurs de l'humanité, voire même spirituels. Puis là-dessus, il y aura, à partir des années 68, il y aura ce qu'on appelle les World Systems Analysts, qui sont des néo-marxistes, Wallerstein, Brodel, donc qui ont une vision plutôt matérialiste de l'histoire, qui vont analyser le pouvoir, les classes, la géopolitique, sans tenir compte des aspects doux, enfin intérieurs de l'humanité. Et puis après, il y aura ce qu'on appelle la grande histoire, Big History. Ça commence dans les années 90. Et là, c'est des gens qui vont essayer de donner une histoire unifiée, non seulement de l'histoire humaine, donc à partir de l'écriture, c'est comme ça qu'on définissait l'histoire, mais donc le système complexe de la nature, de la vie et de la culture. Donc, ils vont essayer de s'abstraire et de trouver une dynamique systémique qui va se retrouver dans les trois domaines de l'évolution. Et donc, il y aura une sorte de réflexion sur les systèmes du changement, donc les processus transactionnels, etc., qui, selon eux, il y a vraiment des parallèles entre les trois domaines de l'existence. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est le travail qui a été fait par les macro-historiens depuis Spengler. Donc, une école culturaliste, une école néo-marxiste matérialiste et une école, on va dire, plutôt systémique. Merci pour cette mise en appétit de la suite et cette touche d'espoir de se dire « Oh, mais il y a plein de choses pour comprendre ce que nous vivons. » Et puis, on finira par des solutions, des pistes de solutions, ça sera très joyeux. Tout à fait. Mais il faut d'abord passer par... Voilà. Eh ben, merci encore une fois de votre attention et de m'écouter. Et donc, pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager mes lectures, mes études. J'espère évidemment que ça inspire aussi et que ça augmente la compréhension qu'on peut avoir du moment dur qu'on vit. Merci à toi. Merci beaucoup, Michel.